encore sur la table du bureau du Parlement. Mais en même temps, les normes de l'UEMOA, dans l'espace CEDEAO, disent qu'on ne modifie pas les règles des structures qui organisent les élections à moins de 6 mois avant l'élection. On est à 4 mois, donc ça ne passera pas. Comment on fait? On y va ou on n'y va pas? Voilà la question. Et donc, nous sommes candidats à la candidature parce que nous incarnons une partie de la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent dans le combat que nous menons et qui ne se reconnaissent plus dans le combat des partis traditionnels. On a fait un meeting à Yopougon, vous avez vu le monde à Yopougon. On n'a pas transporté quelqu'un, ils sont venus eux-mêmes, on paye leur t-shirt et on participe au meeting. Ça veut dire qu'il y a une demande de renouvellement de la classe politique dans notre pays. Il faut que cette demande-là ait un écho. Je vous ai dit que depuis 2010, il y a 5 millions d'Ivoiriens qui ne sont plus allés voter. On a pensé qu'avec tous les candidats de tous les partis politiques en 2023 au municipal et au régional, ces Ivoiriens allaient partir voter, mais ils ne sont toujours pas allés voter. Le PPACI, avec le président Gbagbo, était sur le terrain. Le PDCI, avec le président Bédié venait de mourir, mais le PDCI avait des candidats partout, avec un intérimaire. Le RADP avait des candidats partout. Donc il y avait un véritable enjeu qui aurait pu motiver les gens à aller voter. Puisque depuis 2010, on n'a jamais eu cet enjeu-là. Mais on n'a pas eu plus de 40% de votants. Les gens ne sont pas allés voter. C'est un message. Prenez Yopougon, où le PDCI avait un candidat à Yopougon, au municipal. Le RADP avec le président du Parlement, Big Togo. Le PDCI avec Diaoufoué et le PPACI avec Michel Gbagbo était candidat au municipal. Donc tous les 3 grands partis étaient sur le terrain. Mais on a eu combien de participation au municipal à Yopougon? À peine 27%. Alors qu'il y a près de 500 000 à 600 000 votants à Yopougon. On a eu que à peine 90 000 votants. Le maire a été élu avec 60 000 voix sur près de 600 000. C'est-à-dire qu'il ne représente même pas 10% de l'électorat de Yopougon. Est-ce que ce n'est pas un problème ça? C'est un problème. À Bobo, où Mme Kandia Kamara a été élue maire, il y a eu à peine 20% de taux de participation officiellement. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un problème alors que le PDCI et le FPI, le PSI étaient dans la course à Bobo? Donc il y a toujours 5 millions d'Ivoiriens qui ne votent plus. Mais ceux-là, ils ont besoin d'avoir une raison d'aller voter. Eh bien, nous, on veut leur offrir une raison d'aller voter maintenant. Donc notre candidature intéresse ces gens-là. Il faut leur offrir la possibilité d'aller voter. Alors donc notre candidature ne vient pas diviser quoi que ce soit. Si le président Gbagbo est candidat, in fine, si les autres sont candidats, in fine, on sera aussi candidat. Et les Ivoiriens vont aller décider de qui doit les diriger. Voilà le jeu démocratique. Personne n'a allié son destin à qui que ce soit. Et moi, je ne lirai pas mon destin politique à qui que ce soit. Parce que j'ai construit mon parcours, j'ai construit ma trajectoire et j'ai des Ivoiriens à qui je parle. Et qui disent, il faut qu'on change ce pays-là, enfin. Qu'on mette fin aux palabres et qu'on envoie une nouvelle classe politique qui n'est pas comptable du drame. Voilà notre démarche à nous. C'est pour ça que nous sommes candidats. Et nous voulons que l'élection soit inclusive pour que tout le monde participe, pour que enfin chaque Ivoirien soit représenté par un candidat par rapport à sa volonté de faire le changement ou bien de maintenir le statu quo. Voilà notre explication. Sur votre deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez la rafraîchir un peu, j'ai oublié un peu votre deuxième question. Chalène. Oui, la deuxième question de Charlène était de savoir pourquoi êtes-vous candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Je pense que la réponse intègre un peu la deuxième question. Pourquoi est-ce que je suis candidat? Mais je suis candidat d'abord parce que je suis ivoirien et que je considère que je remplis les conditions pour être candidat. Première chose, donc ça c'est les conditions légales. Donc les conditions fixées par la Constitution, je considère que je les remplis. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis porteur d'un idéal. Je suis porteur d'une vision.
pour mon pays. Et cet idéal-là et cette vision-là, je les porte depuis l'université. Comme je l'ai dit, beaucoup me découvrent aujourd'hui, mais en réalité, c'est depuis 2007 que je me bats dans ce pays-là. Sur les concours, sur la corruption, sur les détournements de fonds. C'est depuis 2007. Mon premier papier que j'ai écrit dans la presse ivoirienne et qui a été publié par Fraternité Matin, j'étais en classe de première. Quand déjà j'ai commencé à écrire sur la Côte d'Ivoire, en classe de première. Les archives sont disponibles. Et donc, je suis porteur d'une certaine idée de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que, sorti de prison, j'ai décidé de m'engager dans le journalisme. Puisque c'était l'arme que je pourrais utiliser pour porter l'idéal qui était dans mon cœur. À savoir, me battre pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion du pays. Me battre pour que les Ivoiriens sachent ce que leurs dirigeants font avec leurs moyens. Me battre pour que chaque enfant de ce pays-là ait les mêmes droits de réussite dans son pays. C'est ça que j'ai porté avec ma plume en tant que journaliste d'investigation à partir de 2011. Et c'est quand j'ai découvert que mes enquêtes, mes publications ne provoquaient pas de changement dans les décisions gouvernementales que j'ai décidé d'aller me présenter dans ma ville, à Tiasalé, pour devenir député et aller porter la voix des Ivoiriens à l'Assemblée nationale. J'ai été candidat au législatif, j'ai perdu l'élection en 2016. Et j'ai découvert qu'en 2016, j'ai perdu parce que je n'avais pas distribué beaucoup de t-shirts aux parents. Et que celui qui m'a battu a gagné justement parce qu'il avait distribué plus de t-shirts que moi. C'est une enquête qui a révélé cela. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de rester sur le terrain pour participer à la formation citoyenne des gens de Tiasalé pour qu'ils changent les raisons pour lesquelles ils vont voter. J'ai gagné les municipales. Mais quand j'ai gagné les municipales, j'ai tout de suite agi avec ce pouvoir-là sur la vie des gens. N'oubliez pas que en tant que journaliste, j'ai fait plusieurs enquêtes sur les COGES. Et que j'avais demandé en tant que journaliste qu'on supprime les cotisations COGES parce qu'elles avaient donné lieu à des mafieux dans le système éducatif qui s'enrichissaient sur le dos des parents. Je l'avais écrit en tant que journaliste. Pendant plusieurs années, ça n'a rien changé. Et quand je prends la mairie et que je découvre que c'est les maires qui gèrent les écoles primaires et que les maires sont les présidents des assemblées générales des COGES, je découvre tout ce que j'ai le pouvoir de mettre fin aux cotisations COGES. Voilà comment je fais la réforme des COGES dans ma commune et que je supprime toutes les cotisations COGES dans ma commune. Et c'est ma réforme des COGES qui a été nationalisée par un décret du président qui l'a étendu sur toute la Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis à la base de la réforme des COGES. Pendant 25 ans, les parents de Côte d'Ivoire ont payé les cotisations COGES au primaire et au secondaire pendant 25 ans. Il n'est arrivé à l'idée de personne d'y mettre fin. C'est moi qui suis venu et on a mis fin aux cotisations COGES en Côte d'Ivoire. Si je n'avais pas été maire de Tiasalé, les parents d'élèves de Côte d'Ivoire continueraient à payer les cotisations COGES dans ce pays. C'est une vérité. Honorable, Oui. excusez-moi. Le fait que vous ayez accepté de candidater pour 2025 au présidentiel, vous ne craignez pas la polémique selon laquelle vous êtes le nouveau Kakabé? Non, j'arrive, je vais vous répondre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une trajectoire. Et d'ailleurs, votre question que vous posez, le nouveau Kakabé, nous, ça ne nous intéresse pas. Personne ne peut dans ce pays-là nous considérer comme un Kakabé. Kakabé, c'est qui? Il a quel parcours politique en dehors d'avoir été membre du PDCI et président des jeunes du PDCI? C'est quoi son parcours politique? C'est quoi ses combats politiques dans ce pays? C'est quoi son impact sur la Côte d'Ivoire? C'est quoi son impact sur les Ivoiriens? Donc, on n'a rien de commun, Kakabé et moi. Moi, je suis député maire d'une commune. Kakabé a été député maire de quelle commune? Il a été député de Port-Boué,
par rapport à une alliance, PDCI, RADP, mais quand les deux sont séparés, il n'a pas été réélu. Ça veut dire qu'il n'a aucune base électorale. On n'a rien de commun. Et puis, au-delà de ça, actuellement, il y a près de 30 candidats à la candidature. Des Ivoiriens qui sont venus de partout, d'Europe, des États-Unis, qui ont déposé leur volonté de candidater. Ils sont 30 actuellement. 30. Si ces 30 candidats ont leur parrainage, ils seront 30 candidats au présidentiel. En quoi est-ce que c'est moi qui suis Kakabé? Monsieur Chodor a fini 5 candidats. Madame Simon Babou a été investie candidate. Jean-Luc Billon est candidat. Monsieur Babo, Monsieur Blé Goudé, tout ce monde-là, ils veulent candidater. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont dans le pays en train de faire leur tournée, ils sont candidats. Pourquoi c'est moi qui serais le Kakabé de Côte d'Ivoire? Ça n'a rien à voir, on n'a rien de commun. Donc moi, ça ne peut pas me dire quoi que ce soit. Si mon parrainage est accepté, si on a réussi à réduire les parrainages et on va les avoir, puisqu'il y a mobilisé des jeunes de Côte d'Ivoire, ils sont sur le terrain et on aura nos parrainages. Si on a notre cautionnement de 50 millions, on déposera nos candidatures et on ira aux élections. Vous comprenez? On ira à ces élections-là. Et je suis heureux que personne ne veuille boycotter. Parce qu'il ne faut pas boycotter cette élection-là. Il ne faut pas laisser le RADP devenir conserver le pouvoir sans combattre. Vous comprenez? Et donc, c'est ça que nous prenons en compte. Donc, vous voyez, madame, ma candidature est assise sur un projet. Est assise sur des combats sociaux que j'ai menés dans ce pays. Tous ceux qui me connaissent, ils savent les combats que j'ai menés dans ce pays-là. Et donc, je suis en pleine légitimité pour être candidat. Il n'y a pas d'un côté dans ce pays-là des gens qui sont nés pour nous gouverner et de l'autre côté, des gens qui sont nés pour applaudir. Non. Chaque Ivoirien qui veut être candidat a le droit d'être candidat. Ce pays n'appartient pas à un clan politique. Ce pays n'appartient pas à une ethnie. Ça n'appartient pas à un groupement politique. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons tous le droit de vouloir diriger notre pays. Et nous, on va être candidats et on sera aux élections. Après, il peut y avoir des contextes politiques qui peuvent créer un environnement tel que l'élection devient compromise. Et en ce moment-là, on appréciera. S'il y a un environnement de guerre civile, s'il y a un environnement de blocage partout, eh bien, on n'est pas obligé d'aller à cette élection-là. Mais il faut créer les conditions pour qu'il y ait la paix et que ceux qui veulent candidater aillent candidater. Mais on ne va pas s'aligner sur qui que ce soit parce qu'il ne sera pas candidat. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà ma réponse par rapport à vos questions. Merci beaucoup.